Olivier Piacenti, merci d'avoir d'abord répondu à l'invitation de Civitas, de participer à cette 4e université d'été du Pays réel. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette université d'été à laquelle vous avez participé? Mais c'est moi qui vous remercie, cher Alain, de m'avoir invité. C'est un honneur que vous m'avez fait. Et c'est un honneur qui me tient beaucoup à cœur, parce que vous savez, j'ai eu des gros problèmes de santé qui m'ont écarté pendant 6 mois, plus il y avait le Covid. Ça faisait un moment que je n'avais plus de contact avec le public, à part, je dirais, médiatiquement, mais pour moi, d'avoir un rapport avec le public, c'est très important. Et le public de Civitas m'a accueilli avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'enthousiasme, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai pensé de ces universités qu'elles étaient vraiment la démonstration, si vous voulez, à la fois de la ferveur des troupes nombreuses que vous avez, qui défendent ce catholicisme de combat, je vous l'ai dit depuis le début, et j'ai été très satisfait de la qualité des intervenants. C'est pas de moi que je parle, bien entendu, je parle de... Mais vous avez fait une prestation qui a été très appréciée. Eh bien écoutez, j'en suis ravi, mais encore une fois, j'avais un très bon public, donc après j'essaye de me mettre au niveau, voilà, c'est aussi simple que ça. Cette université d'été est appelée Université d'été du Pays réel. Vous avez, lors de votre conclusion, souligné, disons qu'il y a de l'espoir dans le réveil des peuples, et donc le réveil du pays réel, pourrait-on dire, selon l'origine de l'expression. Est-ce que vous pouvez un petit peu étayer cette idée? Alors, je vais l'étayer de 1000 manières, je peux l'étayer. Je vais vous évoquer, pas forcément des grandes théories ou des grandes analyses, mais le quotidien que je vis tous les jours. Il se trouve que j'ai dans ma famille une personne qui est Web Community Manager de TF1 et qui est journaliste. Et qui m'a dit le mois dernier, je ne peux plus dire aux gens je suis journaliste à TF1, entre autres, mais enfin je pense qu'ils avaient dit BFM, ça aurait été pire. On me traite vendu, escroc, ordure, etc. Bon. Moi, quand je dis aux gens, j'écris dans Boulevard Voltaire, je passe sur Sud Radio ou sur CNews ou sur Courtoisie, ah ben c'est bien, ah oui, alors qu'est-ce que vous avez dit? Je vais même vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, je prends un taxi, le taxi c'était un musulman, visiblement, avec une barbe comme ça, un musulman avec une barbe comme ça. Et il commence à me citer des trucs d'économie. Et je lui ai dit, mais vous avez vu ça où? Et il m'a répondu, c'était dans Boulevard Voltaire. J'ai dit, c'est moi qui ai écrit l'article. Et j'ai dit, vous lisez Boulevard Voltaire? Ah, il me regarde, il fait, ah, c'est vous qui avez écrit? Oui, je lis Boulevard Voltaire. Ça veut dire que nos idées sont en train de pénétrer partout, y compris dans des couches que l'on ne soupçonnerait pas. Dans des couches qu'on ne soupçonnerait pas. Partout, nos idées progressent. Je parlais tout à l'heure avec des membres de votre organisation pendant le repas, et je disais, mais un truc très simple. Je prends le métro parisien tous les jours. J'observe, je vois les jeunes. Le nombre de jeunes qui portent de grosses croix et des trucs partout. Alors on va me dire que c'est un affichage, etc. C'est sûr qu'on est loin du retour au catholicisme qu'on espère. Mais ça veut dire que la demande, elle est là. Le cœur, il est là. Il y a un cheminement, il y a une soif. Il y a un cheminement, on a besoin. Oui. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'Église n'apporte pas la vraie solution. Elle n'est pas à jour, elle n'a pas la force de conviction qui permettrait d'entraîner, elle n'est pas à jour, je pense que même il n'y a pas le grand sens de l'écoute de ces jeunes, mais la vérité, c'est que la demande, elle est là. Même à ce niveau, où, puisque les médias n'arrêtent pas de nous rebattre les oreilles avec le plus personne ne va à l'église, etc. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, il y aurait la demande. Oui. C'est à l'église de retrouver ses valeurs et ses racines pour que la demande se concrétise. On peut dire qu'aujourd'hui, l'église s'est alignée sur le nouvel ordre mondial, sur le projet mondialiste, et ce faisant, elle vide encore plus l'Église qu'elle ne l'avait fait depuis le Concile. Je vais vous faire une confidence. J'ai écrit un manuscrit qui parle de la déchristianisation de l'Occident et des effets que ça va avoir, que ça a déjà, que ça va avoir, et de l'impératif de rechristianiser. Et j'ai cité, je vais vous dire, je vais vous étonner, Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini, qui est un communiste, anarchiste, tout ce que vous voulez, mais qui avait une espèce d'attirance pour le christianisme malgré tout, qu'on sentait dans ce magnifique film qu'il a fait, qui a eu d'ailleurs le prix de l'Office catholique à l'époque, qui était l'Évangile selon saint Matthieu. Et Pasolini, dans un de ses livres, dit, si l'Église, il parle de la société de consommation, qui rend fou les gens, qui les pervertit, qui les rend dingues, et il explique et il montre pourquoi cette société de consommation folle rend fou les gens, et il dit, si l'Église veut se sauver, il faut qu'elle soit la dissidente de ce système, et qu'elle revienne aux identités.
C'est-à-dire qu'il avait beau être communiste, mais il était pour l'identité. Percevait le réel. Il percevait le réel. Elle était très ambiguë, en fait. Il est ambigu à beaucoup de points de vue, d'ailleurs. Mais enfin, il avait ses aspects positifs, on va dire. Enfin, il avait senti certaines choses, on va dire. On va le prendre comme ça. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, le message du Christ est souillé par les mondialistes. L'Église est piétinée par les mondialistes. Et, bizarrement, on dirait qu'elle s'en satisfait. Et qu'elle a l'air de prendre la mesure des choses et qu'elle est contente comme ça. Bon, eh bien, moi je vous dis que quand on se laisse piétiner devant tout le monde par un système qui ne tient pas debout, parce que de la même manière que l'homme communiste n'existe pas et n'existera jamais, c'est ce qui a provoqué la chute de l'Union soviétique, eh bien, l'homme mondialiste n'existe pas. C'est un homme qui n'existe pas. C'est une utopie. C'est une utopie, totalement. C'est ce que je dis dans tous mes livres, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une utopie. Et donc que l'Église aille dans ce sens-là, par une forme de perversion du message du Christ sur une forme de fraternité universelle qui... Bien sûr que le Christ nous a dit d'aimer notre prochain, mais le Christ était bien conscient avec tout le message de l'Église qu'il y a des peuples et que les peuples sont libres parce qu'ils sont des peuples. Ça, c'est clair et net, c'est dans tous les livres. Il y a la tour de Babel, c'est dans les évangiles, c'est partout. Et donc, la réalité, c'est que l'Église, je ne sais pas ce qu'elle espère sauver en faisant ça, ou si elle espère se sauver, je ne sais pas, mais enfin, le fait est qu'effectivement, elle déçoit beaucoup de gens. Alors, vous nous avez parlé lors de votre conférence de la situation économique liée au Great Reset. J'aurais envie de vous demander de pouvoir compléter en donnant quelques conseils aux Français désemparés qui voient leur pouvoir d'achat chuter, qui perçoivent éventuellement, s'ils sont très lucides, l'épée de Damoclès qui s'installe au-dessus de leur droit de propriété, Bien sûr. Qui constatent l'hyperinflation. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux Français aujourd'hui ? Ça va être très difficile de les conseiller parce que je vais quand même leur donner quelques petites pistes parce que nous allons vers un marasme généralisé très fort et malheureusement c'est très difficile de résister à un raz-de-marée, vous voyez, quand vous êtes seul. Alors vous savez, je sors un prochain livre la semaine prochaine qui s'appelle La Chute finale, qui a été écrit l'année dernière. Comme j'ai eu ces soucis de santé, il ne va sortir que la semaine prochaine. Mais dans ce livre, je prévois, si vous voulez, je prévoyais déjà ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire l'effondrement de nos monnaies. C'est-à-dire que nos monnaies qu'on a tirées comme du papier, j'aurais tendance à dire du papier toilette qui ne vaut plus rien, mais je pense que les temps vont arriver très prochainement où les pays émergents qui nous fournissent, ou la Russie qui nous fournit les énergies, ça a commencé, vont dire mais nous, on n'en veut plus. Mais alors dans ce cas-là, on va se fournir comment ? Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer à part notre message mondialiste, mais je pense que ça va pas les satisfaire. Bon, nous allons vers de très graves problèmes. Alors, pour ceux qui ont quelques économies, moi j'ai toujours dit, l'or c'est toujours dans le coup. Vous savez, il y a un très grand spéculateur qui s'appelle Ray Dalio, qui est un financier de très grande envergure, qui a fait tout son succès avec son flair, et qui a senti, qui a misé 10 milliards d'euros il a pris une position sur l'effondrement de l'euro. Dans les mois à venir, je ne vous parle pas dans 10 ans. Il a misé de son argent personnel 10 milliards d'euros. C'est un signe. À mon avis, c'est un gros signe, et il est très clair. J'en parle d'ailleurs dans mon livre La Chute finale, parce qu'il a une analyse sur l'Occident qui est très intéressante également. C'est quelqu'un c'est un intellectuel, en plus, pas seulement un spéculateur. Moi, je pense qu'il faut véritablement continuer à acheter de l'or, malgré qu'on dit qu'il a monté, etc. Mais malheureusement... Il n'y a pas trop tard. Non, parce que la crise se profile, et d'ailleurs, beaucoup d'États même achètent de l'or, parce que voilà, c'est la valeur refuge. Ou alors de se diversifier, par exemple, dans des monnaies comme le franc suisse, qui sont quand même beaucoup moins érodées, et c'est quand même un pays sérieux, c'est pas un pays qui, lui, s'est dépouillé, il n'est pas dans l'Union européenne. Alors on nous dit toujours que l'Union européenne, c'est notre richesse, mais enfin c'est rigolo, les deux pays les plus riches d'Europe, c'est la Norvège et la Suisse, ils y sont pas. Alors bon, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, mais enfin, vous voyez, comme j'ai dit dans la réunion, vous voyez, le Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est la plus forte croissance en Europe, mais j'avais cru comprendre qu'il devait s'effondrer après le Brexit. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte dans les médias. Sur l'économie, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai montré ce matin dans la réunion des articles où vous voyez, c'est flagrant. On veut vous aiguiller dans l'erreur pour vous prendre votre argent, tout simplement. Et pour votre argent continue à soutenir le système jusqu'à son effondrement. On peut considérer qu'il faut aujourd'hui quasiment systématiquement prendre le contre-pied de ce que disent les médias. Carrément. Mais je vous l'ai dit ce matin. Oui. Je vous ai montré un article du journal Les Échos qui date du 27 juillet 2007, qui est encore sur Internet,
qui annonce le méga crack n'aura pas lieu. Il a eu lieu 3 semaines après. S'ils pondent un article comme ça, c'est bien pour que les gens gardent leur épargne là et que les spéculateurs puissent les dépouiller et se sauver avant que ça s'écroule. Vous voyez, quand l'année dernière, Jean Tirole et Patrick Artus, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, nous disent que l'année, il faut s'endetter, les taux sont négatifs, c'est bien, et maintenant ils tirent la sonnette d'alarme. Ils sonnent la sonnette d'alarme de ce qu'ils ont dit un an avant, de ce qu'ils ont préconisé. Et on continue à les laisser parler. C'est eux encore qui sont la voix officielle et qui ont la vérité vraie. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et on peut relier ça au fait qu'aujourd'hui, tous les grands médias du système appartiennent à des grands groupes financiers. Ben, bien sûr. Mais ça, vous savez, il y a encore 3 ans, la France était classée 45e en termes de liberté d'expression au niveau de Reporters sans frontières. Elle était entre le Botswana et la Roumanie. C'est bien placé, hein, c'est vraiment génial. Oui. Alors, depuis, elle est remontée. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le groupe Bolloré a commencé à déjà prendre d'autres médias comme Europe 1, etc., et à développer un autre discours. Parce que Reporters sans frontières expliquait qu'il y avait un discours monolithique dans les médias français pour la défense des intérêts. Il n'y avait que quelques groupes qui détenaient tous les médias. Bon. Et moi qui suis italophone, je regarde les médias italiens, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. C'est la nuit et le jour. Il y a une liberté de parole qui est beaucoup plus grande, et puis les résultats électoraux ne sont pas les mêmes. Vous voyez, comme par hasard. Aujourd'hui, donc, le groupe CNews a développé un autre discours. Il y a d'ailleurs des émissions qui sont consacrées à l'Église catholique et à l'histoire du catholicisme. Bon, on ne peut que l'apprécier. Et il y a véritablement un discours qui est plus diversifié, qui commence à toucher Europe 1, etc. Donc, on sent qu'il commence à y avoir... je dirais, ça commence à bouger. Bon. Et comme par hasard, le classement de la France au niveau de la liberté d'expression bouge. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais effectivement, la France des médias, c'est Xavier Niel qui vote Macron, c'est Lagardère qui vote Macron, enfin plus maintenant parce qu'il a Patrick perdu. Drahi. Patrick Drahi, alors on n'en parle même pas, là, alors carrément on est au sommet, puisque lui, carrément les médias, il les a acquis grâce à la complicité de M. Macron. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, hein? Le M de BFM, c'est Macron. Hein, voilà, hein, et bien entendu. Et justement, vous qui êtes quand même, a priori, une personne en tant qu'économiste qui devrait être sollicitée dans les médias, quel est votre constat justement par rapport à cela? Comment bouger les invitations? Alors j'ai été invité un petit peu sur CNews, oui. Alors après j'ai été malade, hein, c'est ça aussi le problème. Hein, je ne veux pas non plus Alors, ils vous invitent, oui, j'ai d'autres amis qui ont été invités, hein, comme Philippe Murer, etc. Bon, mais on nous invite quand même à petite dose, si vous voulez, hein, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez, des fois, bon, on est un peu sulfureux, vous voyez, on fréquente des gens un peu bizarres, bon. Mais bon, on nous a quand même laissé nous exprimer. Je peux dire que c'est pas sur BFM qu'on va m'inviter, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est sûr, hein, ou sur France Télévisions et France Inter, n'en parlons pas. Bon, mais moi j'ai proposé à de nombreuses reprises des débats avec des économistes de gauche, Thomas Porcher, un autre économiste de LFI, je ne sais plus comment il s'appelle, etc. J'ai proposé, mais personne ne me répond. Ils ne me répondent pas, mais je vais vous dire pourquoi. Ils ne me répondent pas parce que nous, on travaille sur des arguments. Moi, je ne travaille pas sur l'anathème. Moi, je n'ai pas dit que les gens de gauche, c'était des ordures, des staliniens, des trucs. Je ne parle pas comme ça, vous voyez. Je respecte les idées des gens. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, eux, ils ne font pas comme ça. Eux, ils vous disent, mais je ne vais pas débattre avec ce fasciste, ce nazi, Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ou alors maintenant, on entend moins ça. Mais on vous dit, ah oui, mais les complotistes, vous voyez, ça veut dire, bon, j'ai un truc qui ne va pas, j'ai un grain qui ne va pas dans le cervelle. Bon. Vous voyez, on n'est jamais dans le débat, on est dans l'anathème, de leur part. Il s'agit de discréditer son interlocuteur, voilà, pour éviter le débat. Exactement. Alors que moi, je vais vous dire, j'ai cette éducation qui me pousse à respecter l'autre, quel qu'il soit. Donc, l'autre a une idée qui ne me plaît pas, je lui réponds avec des arguments. Voilà, je ne vais pas dire, mais toi, tu es fou, tu es malade, tu es un inculte, tu es un ignare, t'es un... Bon, je ne fais pas comme ça, c'est ma nature. Mais apparemment, c'est pas réciproque. Et ils préfèrent ne pas débattre. Mais vous savez, je vous l'ai dit ce matin, quand j'ai répondu dans Boulevard Voltaire à l'article de Jean Tirole sur la dette, vous savez ce qu'on m'a dit. Et qui vous êtes, vous, pour répondre à un prix Nobel? Ben, c'est le prix Nobel, il s'est trompé. Et moi, j'avais raison. Mais enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été si génial que ça. Vous voyez, c'est plutôt lui qui était vraiment... En dessous de tout. Un service commandé. Oui, voilà. Pour mentir. Parce qu'il n'est pas bête, il connaît l'économie, hein, Jean Tirole. Mais il est payé pour mentir, voilà, je peux le dire. C'est pas possible. Et justement, je dirais,
hors champ des caméras, en tant qu'économiste. Quel est votre rapport justement avec les gens de vos confrères, dirais-je, mais qui pensent plutôt à gauche ou qui sont les serviteurs du mondialisme? Mais je vous dis, malheureusement, j'ai très peu de rapport avec eux. Moi, j'aimerais bien. Franchement, je n'aurais pas peur de débattre avec eux, ça me ferait plaisir. Et puis après, Mais vous n'êtes jamais en situation où vous vous côtoyez? non. Je ne côtoie que des économistes Dissidents. Alors, dissidents, vous voyez, j'ai fait un débat que vous pourrez trouver sur Internet, qui, à mon avis, était un débat très intéressant, avec Philippe Murer, qui est l'ancien rédacteur du programme économique de Marine Le Pen en 2017, avec lesquels on n'est pas tout à fait d'accord sur certains points. Bon, mais d'abord, Philippe Murer, c'est une personne de qualité, à la fois intellectuelle et de courtoisie et de bonne convivialité entre les gens. Donc on a fait un débat d'idées, vraiment ça s'est passé magnifiquement, et puis après les gens se font leur opinion, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je ne dis pas c'est moi qui ai gagné, c'est lui qui a gagné, on n'était pas d'accord sur certains points. Bon. Mais ça s'est très bien passé. Et ben moi j'apprécie des débats de ce type-là. Mais malheureusement je constate qu'on trouve beaucoup de gens comme ça à droite. Mais à gauche, j'en vois pas. Mais je vais pas les mordre, hein. Vous savez, je vais pas les mettre dans un... Voilà, hein. Non, je vais pas les mordre. Vous voyez, comme je suis avec vous, je vais être avec d'autres. C'est pareil. Alors en conclusion, une dernière question. Si l'on observe la situation économique qui se dégrade à tout va, comment décririez-vous ce qui va nous arriver en septembre? Alors, je ne sais pas si c'est en septembre, ça peut être en décembre, ça va être dans les mois qui vont venir, c'est très clair. Nous allons avoir un nouveau krach financier. Alors, vous allez me dire, c'est pas le premier, en général, il y en a un tous les 15 ans. Il y avait eu la crise des subprimes, le krach. Cependant, je pense que celui-ci aura un impact bien différent et bien pire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, quand l'Occident était dans la panade, eh bien, malgré tout, il n'y avait pas d'autres pays et d'autres puissances qui étaient à même de le supplanter et de prendre le pouvoir économiquement. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des rivaux colossaux qui sont des monstres qu'on a d'ailleurs nous-mêmes fabriqués, parce que la Chine ne serait jamais relevée sans l'assistance et les investissements des Occidentaux il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en face de puissances, de pays émergents, qui sont à même véritablement de nous supplanter et de nous enfoncer. Et j'ai peur que nous nous retrouvions dans la même situation que la Grèce, c'est-à-dire que oui, on va peut-être nous sauver, mais moyennant des conditions très rudes, moyennant un système de colonisation de nos économies, c'est-à-dire on va récupérer les brevets, les technologies, les entreprises, les infrastructures, on va tout nous prendre et on va nous obliger à en payer dans des monnaies qui ne sont pas le papier toilette qu'on tire sur des imprimantes. Ça veut dire que le risque, par exemple, que pendant un certain temps, les volets des banques soient baissés n'est pas un fantasme complotiste. Mais là, écoutez, vous savez, il y a déjà des banques qui sont en faillite depuis des années, hein, en faillite virtuelle, puisqu'en fait, elles sont soutenues par la BCE, donc c'est la BCE qui les rend fous en permanence. Pas des banques ridicules, hein, la Deutsche Bank, la Commerzbank, la banque montepaschi-dicienne, enfin, 3 des 50 ou 100 plus grosses banques européennes. Bon, et vous savez très bien qu'ensuite il y a un effet domino, parce que quand une grosse banque s'écroule, les autres ne lui prêtent plus, l'autre ne prête plus, enfin tout le monde se demande mais combien il a de titres de la Commerzbank, lui là-dedans et compagnie, plus personne ne se paye rien. Et comme je vous ai dit, maintenant elles ont quand même une porte de sortie. Oui, avec la directive BRRD de l'Union européenne ratifiée par M. Macron, le Parlement français en 2017, les banques sont autorisées, en cas de difficulté, à puiser dans l'épargne des clients pour se renflouer. Donc en fait, elles spéculent, quand ça marche, elles encaissent, et puis quand ça marche plus, c'est le client qui paye. Donc première priorité pour les épargnants, c'est retirer de l'argent des banques. Il faut faire attention à ne pas avoir de sommes trop importantes, parce que malheureusement, je pense que véritablement, le risque est partout, parce qu'encore une fois, il y a un effet domino, c'est pas parce qu'il y a que 10 banques, on va dire, qui sont en faillite virtuelle, si les 10 sont emportés, les autres suivent aussi, hein, il n'y a pas de miracle. Bon, on se retrouve à la fête du pays réel ? Pas de souci. Mais merci beaucoup, c'est volontiers. Si vous m'invitez, j'accepterai volontiers, c'est un grand plaisir.